Si TikTok en est à reprogrammer votre cerveau, il est loin d'être le seul et loin d'être le premier. Est-ce que vous connaissez le principe des lapins et de la prairie? On serait des lapins dans une prairie. Dans un monde idéal, les lapins qui vivraient dans la prairie stabiliseraient leur population une fois qu'ils arriveraient au plafond des ressources que la prairie peut offrir pour les nourrir. Dans un monde un peu moins idéal, le nombre de lapins dépasserait les capacités de la prairie. Une partie des lapins mourrait de faim, du coup la prairie alors serait un petit peu reposée, donc elle se régénérerait, et ensuite le nombre de lapins pourrait reprendre son augmentation et redépasser les capacités de la prairie, etc. Mais dans un monde au fonctionnement un peu malsain, la population des lapins, elle augmenterait tellement vite que la dégradation de la prairie serait irréversible. Les lapins, ce sont ceux qui exploitent votre cerveau. La prairie, c'est votre attention. Et il y a un lapin qui est un peu plus gros que les autres, c'est TikTok. TikTok, il n'est pas pire que les autres. Il n'est pas mieux non plus. Il est surtout le reflet du chemin qu'on a commencé à emprunter en 1777. Est-ce que vous avez l'image en tête de ce gamin en 1912 dans les rues de New York qui hurle en vendant ses journaux dans la rue et en disant « Attention, on a retrouvé le Titanic, on a retrouvé le Titanic !» Il y a toujours quelqu'un pour donner $1 et acheter le journal, et puis il ouvre, et puis il ne trouve pas en fait l'article que l'enfant criait, mais il trouve un autre article sur autre chose, et puis en fait il est pris dans sa lecture, et il ne se souvient même pas de pourquoi il avait acheté précisément le journal, pour un titre trompeur. Cet exemple pour moi c'est le point de départ de ce qu'est devenu le commerce de l'information, un simple commerce de l'attention. Le plus important, évidemment que c'est pas la question, mais c'est le moment. Moi, mon obsession le matin sur Inter, par exemple, c'est qu'il y a un moment. C'est pas d'aller chercher et déceler la vérité, c'est qu'il y a un moment, et que l'auditeur soit surpris. Derrière le business de l'information gratuite, eh bien, c'est juste un business de publicité. Il faut vendre de la publicité. Et comment on vend de la publicité? Eh bien, en montrant aux annonceurs qu'il y a du monde qui regarde notre contenu ou notre information. Il y a une citation anonyme qui dit « Si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit ». Même si la citation est anonyme, Richard Serra et Carlotta Fay ont été les premiers à émettre cette idée en 1973 dans un programme vidéo qui critiquait la télévision. L'information, elle n'est jamais vraiment gratuite. Elle a un coût. Et ce coût, il est cognitif, il est dans votre cerveau. C'est un coût d'attention et c'est un coût de vos ressources à vous. Votre cerveau, il vous dicte une loi. C'est stimule-moi, surprends-moi ou passe ta route. Le modèle économique de Facebook et de Google est basé à 97% sur leurs revenus publicitaires. J'ai pas les données, par exemple, pour X ou pour Meta ou pour TikTok, mais je doute que les abonnements payants que viennent de lancer X et Meta aient changé quelque chose. Sachez que le service juridique de mon éditeur ne voulait pas publier ces infos-là et que j'ai dû montrer toutes les études et toutes mes sources parce que c'est pas quelque chose qui se sait à ce point-là. 97%, c'est énorme. Au cours de ces 2 dernières décennies, 80% des vendeurs de journaux ont disparu. Mais c'est un peu logique, à quoi bon acheter de l'information si elle est disponible gratuitement? En parallèle de ça, les chaînes d'information en continu, par exemple, ont commencé à fleurir à la télévision, BFM, LCI, etc. Alors là, la stratégie du titre aguicheur, comme pour le Titanic, ça fonctionne plus. Mais ils ont trouvé une autre manière de faire, l'information spectacle. À titre d'exemple, et sans jugement de valeur, le média Le Crayon s'est illustré dans cette manière de faire, du contenu sans trop de contexte qui oppose des personnes qui ont des avis diamétralement opposés sous la forme de vidéos courtes. Et le pire, c'est que comme le cerveau le considère comme étant du divertissement, eh bien il ne le stocke pas comme étant de l'information à proprement parler. Alors comment on va faire pour faire continuer à circuler le savoir si l'information et la connaissance ne sont plus stockées dans notre cerveau? Là je vous parlais de l'information au sens médiatique du terme, mais il y a l'information aussi d'une manière générale. Nos grands-parents avaient tendance à vivre plutôt en relation avec leur passé. Le passé, c'est la culture, les traditions, on répète ce qui existe déjà et on se transfère comme ça l'information et on refait comme faisaient nos parents. Nos parents et la génération des 35-40 ans comme moi, on a plutôt élevé dans une société qui était tournée vers le futur. On nous parlait de l'an 2000, des voitures volantes, on a vécu l'apparition du téléphone portable, d'internet, de la technologie, plein de magasins de notre époque s'appelaient Machin 2000. Notre pensée était orientée vers ce qui arrivait. Maintenant tout a changé, on vit dans un ultra présent permanent. Quand vous lisez une information, ça vous ramène au présent. Quand vous scrollez sur les réseaux sociaux, ce que vous voyez, ça vous ramène au présent. Dès que vous avez un début de sensation d'ennui, ça vous ramène à votre présent. Ça pourrait être une bonne chose si c'était un présent où on avait conscience de ce qu'on fait, de ce qui se passe. Malheureusement, il s'agit d'un présent où on veut votre attention présente pour la traire, un peu comme des vaches. Je sais que ça paraît pas très joyeux, mais je vous rassure, tout ça n'est pas irréversible. La reprogrammation que vous a faite dans le cerveau, dont je vais vous parler tout de suite, on peut la retransformer, heureusement. Dites-vous qu'on n'est pas responsable de ça, à titre individuel, mais même à titre collectif en fait. C'est le monde qui fonctionne comme ça. Quand quelque chose fonctionne, quand la prairie donne de l'herbe, les lapins ont tendance à trop la manger. Alors si on n'est pas responsable à titre individuel et collectif, ça veut pas dire qu'une fois qu'on en a pris conscience, on n'est pas responsable. À partir du moment où
on sait que ça existe, alors c'est notre responsabilité de changer les choses parce que c'est possible. J'utilise depuis le départ un terme, l'économie de l'attention, c'est pas de moi, c'est de Daniel Kahneman et d'autres psychologues et économistes avant lui. Lui, il avait nommé l'économie de l'attention en 1973. En 1996, j'étais plus jeune, j'avais découvert le travail d'Herbert Simon, un économiste et sociologue américain, et lui quantifiait l'exposition des sociétés à l'information, au sens général du mot information. Et déjà à l'époque, j'avais vu à quel point c'était en croissance. En 2004, Lelay, l'ancien président du groupe DF1, avait dit « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible ». Et en 2017, le compte officiel de Netflix sur X, sur Twitter à l'époque, publiait « Notre pire ennemi, c'est le sommeil ». Ça veut dire qu'on avait atteint un endroit, un niveau où Netflix se disait eh bien tout le temps d'éveil d'une personne, c'est du temps où on peut capturer son attention. Parlons de comment tout ça a reprogrammé notre cerveau. Principalement par l'afflux de dopamine et notre besoin d'être stimulé et occupé en permanence. Au-delà des problèmes que vous connaissez dont j'avais parlé dans la vidéo précédente que ça génère, c'est-à-dire l'addiction, le manque de motivation, parfois même ça peut conduire à la dépression, la première chose dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui dans la reprogrammation, c'est que ça vous épuise. Vous ne pouvez pas vous empêcher de faire ça, mais le système cognitif eh bien, est sursollicité au point que vous soyez KO mentalement. Et même ça, on a trouvé une solution dans l'économie de l'attention, malgré nous bien sûr, pour s'en protéger un peu. Si les vidéos sur TikTok, comme les Clean Talk ou les vidéos satisfaisantes, cartonnent et font des milliards et des billiards de vues, c'est parce que justement, elles agissent comme une méditation sur le cerveau. Vous êtes tellement stimulé en termes d'émotion quand vous regardez les vidéos, et moi le premier, qu'une vidéo satisfaisante ou juste quelqu'un qui nettoie des carreaux mais vraiment très bien de A à Z, eh bien ça ne demande aucune réflexion, aucune assimilation et d'un coup ça repose notre système cognitif sans même qu'on ait acquitté l'application. L'attention, c'est un mécanisme cognitif. Dans le cerveau, il y en a plein. Et dites-vous que si on les personnifiait comme dans Vice Versa, ils travaillent autour d'une même table. D'un côté, il y a la mémoire, il y a la perception, il y a la pensée, il y a la compréhension, il y a l'attention, etc., etc. Ils travaillent tous d'une manière individuelle, mais ensemble, en même temps, et sont liés. Donc qu'est-ce qui se passe quand on dérègle l'attention de quelqu'un, qu'on la reprogramme dans son cerveau? Eh bien, on pète l'attention et par extension, on va péter toutes les autres, la perception, la mémorisation, la compréhension, etc., etc. Cette reprogrammation à la stimulation perpétuelle d'informations, je dis encore une fois d'informations au sens large, hein, ça parle des médias, ça parle des réseaux sociaux, mais ça parle aussi des jeux vidéo, par exemple des jeux vidéo gratuits, ceux qui sont basés uniquement sur le système publicitaire. Ça provoque dans le cerveau cette dépendance à la dopamine, mais surtout ça provoque en nous une peur de l'ennui. Ce qui est assez faux finalement. Parce qu'on ne s'ennuie jamais. L'ennui, c'est pas si désespérant. La peur de l'ennui est plus douloureuse que l'ennui en lui-même, parce que le cerveau ne s'ennuiera jamais. L'esprit n'aime pas laisser du vide, donc à partir du moment où on va plus être stimulé par des distracteurs externes, on appelle ça comme ça, tout ce qui vient de l'extérieur, eh bien il va s'occuper en interne. Et il va penser, et surtout il va créer. Sans ennui, pas de création. Sans ennui, pas l'envie d'aller faire quelque chose de différent dans sa vie. La reprogrammation de votre cerveau, elle est déjà faite si vous utilisez votre téléphone pendant que vous regardez un film pour vous occuper. Si vous écoutez nécessairement vos vidéos, vos podcasts, etc. en x2. Si vous ne vous sentez plus capable de lire un livre en entier. Si attendre dans une file d'attente chez le médecin ou dans le métro sans s'occuper avec votre téléphone vous provoque une sensation de douleur, mentalement ou physiquement même. TikTok et les autres ont automatisé nos réflexes de consommation de notre temps quasi disponible. C'est-à-dire que si notre attention n'est pas sollicitée à 100% via la concentration, on a plusieurs formes d'attention en nous, alors ce qui reste de cette attention, on a maintenant l'habitude et le réflexe de le déverser à quelqu'un d'autre. Il faut l'occuper en permanence. TikTok a réussi un coup de maître en utilisant par exemple des musiques qu'on aime réentendre. Notre cerveau redonne cette confiance à cette musique parce que cette musique à l'époque nous a provoqué des émotions dans des vidéos qu'on avait bien aimées. Du coup, à partir du moment où vous scrollez et que vous entendez une musique que vous connaissez, une tendance que vous connaissez sur TikTok, vous allez avoir cette tendance à être accroché à regarder la suite de la vidéo. Pire que ça, quand vous scrollez, vous voyez déjà la nouvelle vidéo apparaître et elle commence déjà à être lue. Ça a exploité une faille de notre cerveau qui, lorsque l'on a quelque chose à faire, allume une petite ampoule pour nous rappeler qu'on a cette chose à terminer et elle ne s'éteint que lorsqu'on a terminé cette tâche. Eh bien, en scrollant et en voyant la nouvelle vidéo apparaître, on allume une ampoule qu'on a envie d'éteindre et là aussi on a tout reprogrammé, c'est-à-dire il faut qu'on consomme beaucoup de contenu pour avoir conscience qu'il y ait une demi-heure, 45 minutes ou une heure qui est passée. Le système de l'ampoule qui ne s'éteint jamais. C'est comme ça qu'on a changé le fonctionnement de notre cerveau. C'est pas forcément ce que TikTok a voulu nécessairement ou les autres réseaux sociaux non plus. Ça s'est fait petit à petit. Ça a été l'optimisation économique de ces plateformes
qui passait nécessairement par le besoin d'avoir notre attention, de la capturer et de la vendre, qui a fait que les algorithmes ont fait en sorte de nous comprendre, de trop bien nous comprendre. Quand je dis que c'est pas irréversible, c'est que oui, il y a plein de solutions qui existent. La première, c'est d'en prendre conscience. La deuxième, c'est qu'il y a des outils très concrets qui permettent par exemple de se remettre à lire. Regardez ce texte-là à l'écran et lisez-le. Je me tais quelques secondes. Vous voyez, toutes ces lettres en gras, ça a été des béquilles pour votre attention, pour pas qu'elle se laisse redisperser et attraper par des distracteurs plus stimulants, pour couper vos envies de passer à autre chose que cette vidéo. Ça, par exemple, c'est un outil excellent pour quelqu'un qui aurait une attention vraiment atrophiée pour lui réapprendre à avoir de l'attention dans la lecture. Pourquoi moi j'ai écrit un livre sur le sujet plutôt que de faire une vidéo de 2 heures sur le sujet? Parce que le livre est un outil pour reprogrammer dans le bon sens le cerveau et pour réguler même beaucoup de choses. En 2009, une université en Angleterre, celle du Sussex, a publié les travaux du neuropsychologue David Lewis. Ils ont quantifié de manière scientifique que la lecture réduit le niveau de stress de 68%. Parce que plus vous consommez votre attention, plus votre stress augmente. Cette réduction de stress par la lecture, c'est plus que la musique, seulement 61% pour la musique. C'est plus que une tasse de thé, boire une tasse de thé, ça réduit le stress de 50%, 54%. C'est même plus que de sortir faire une promenade qui réduit le stress de 42%. Alors c'est très bon de faire une promenade, mais pour d'autres raisons. Les scientifiques ont déterminé ça en mesurant la tension des muscles et les battements du cœur des participants. Ils se sont aperçus que la lecture réduisait le stress déjà par 2 au bout de 6 minutes de lecture seulement. Et avec un peu de chance, ça fait rentrer dans ce qu'on appelle le flow. Le flow, c'est l'état de concentration ultime, celui qu'on ne voit même pas arriver. Vous savez, c'est quand à un moment vous reprenez vos esprits, vous êtes en train de faire quelque chose et vous dites « Waouh, j'étais en train de faire ça mais j'ai pas vu le temps passer ». Eh bien le flow, cet état de concentration qui est génial, c'est malheureusement ce qui a réussi à provoquer TikTok. Et c'est ça le secret de cette vidéo, comment ils ont vraiment reprogrammé notre cerveau en réussissant à créer le flow, l'état de concentration ultime, celui qui nous fait perdre la notion du temps et la notion d'où on est et avec de qui on est, juste en consommant leur vidéo de 15 secondes. En capturant l'attention, comme je vous disais, on capte notre capacité à évoluer et à prévoir des plans sur la comète, à expérimenter, à être motivé. Et ça, on en saura les conséquences que dans une dizaine d'années et ça me fait fort flipper. Donc ce livre, c'est à la fois un manifeste, tout le chapitre 2 qui s'appelle Comprendre qui sont les ennemis et s'en servir. J'y parle de la captologie, ces spécialistes du cerveau qui travaillent pour les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Bref, toute la grande partie 2 du livre, c'est un constat de comment on en est arrivé là et c'est quoi qui se passe vraiment autour de nous. Il n'y a pas de solution dedans, c'est juste pour dire comment ça se passe. La première partie du livre, ça s'appelle Les bases en 60 minutes. J'ai écrit le bouquin de 2 manières différentes. La première des 2 choses, c'est si vous n'avez jamais lu de livre de votre vie, et ça arrive, ou si vous n'avez pas lu un bouquin en entier depuis très longtemps, ou si vous avez un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, je vous assure que vous êtes capable de lire ce livre. Il a été pensé pour vous, il a été pensé pour stimuler assez votre attention pour que vous puissiez lire, et particulièrement la première partie qui dure uniquement 60 minutes de lecture. C'est très méta, mais vous ne pourrez pas la quitter des yeux et vous allez le terminer. Et à la fin de cette première heure, la lecture de cette première partie aura déjà reprogrammé positivement une partie de votre attention. Et j'en suis très fier, ça m'a demandé plus d'1 an de travail de faire ça. La troisième partie, elle s'appelle Comprendre qui sont les amis et s'en servir. C'est la plus courte, et c'est celle que vous aurez le plus de mal à tenir parce qu'elle est un petit peu plus théorique. On y parle d'ailleurs des troubles de l'attention au point de vue médical dedans. Et évidemment, la quatrième partie, c'est des solutions. Alors soit des solutions concrètes parce que vous avez besoin là immédiatement de l'une des attentions qui est dans votre cerveau, soit parce que vous voulez améliorer votre attention dans le long terme, sans vous priver de jouer aux jeux vidéo, sans vous priver d'aller sur les réseaux sociaux, sans vous priver d'accéder quand même à l'information. Vous trouverez ça aussi à la fin du livre. Et puis après, j'y parle aussi des solutions externes. Je vous donne mon avis dessus, un avis évidemment argumenté sur des produits. Alors ça peut être très bien, alors le café par exemple, est-ce que c'est bien ou pas pour l'attention et quand est-ce qu'on en prend et quand est-ce qu'on en prend trop. Et je suis même allé jusqu'à faire des recherches sur les implants de Neuralink pour voir si c'était intéressant ou pas. Bref, je parle de tout comme ça. C'est mon 8e livre, ça c'est un peu fou, c'est grâce à vous. Et enfin, où est-ce que vous pouvez le lire gratuitement? De plus en plus de bibliothèques, de médiathèques, voire de CDI achètent mes livres pour les mettre à disposition. Alors, vous pouvez aussi aller chez un libraire, ça vous permettra de le feuilleter et de voir si ce qu'il y a dedans, ça vous correspond vraiment et est-ce que ça vous sera utile. Et il y a une dernière technique, c'est de l'emprunter à quelqu'un qui l'a déjà acheté. J'ai fait ça durant longtemps avant de pouvoir avoir mes livres à moi. C'est peut-être mon livre qui marchera le moins, commercialement parlant, j'en sais rien, je me suis pas posé la question. Mais même si c'est le cas, si ça devient un échec commercial, ça restera le livre qui, je pense, est le mieux écrit de tous ceux que j'ai écrits. Pour toutes les raisons que je vous ai données dans la vidéo. Merci de votre attention, parce qu'il en fallait pour rester jusqu'au bout de cette vidéo. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.